Bien, bonsoir à tous. On commence pile à l'heure, si ça vous convient comme ça. Parfait. Pour tous ceux qui attendent depuis 10 minutes, c'est très bien. Je suis ravie d'être là. Je vous remercie de l'être également. Je me présente, je m'appelle Magali Bateau. Je suis vice-présidente de la FAGE. La FAGE, c'est donc l'Association française d'archéogéographie, qui a été fondée en février dernier, et nous avons organisé un cycle de conférences à l'Académie du climat ici. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur d'inaugurer, enfin plutôt d'ouvrir la deuxième session de ce cycle, dont le thème est, vous voyez en haut, quand les climats changent, les paysages s'inversent, sur la notion d'évolution des paysages, parfois même jusqu'à une phase quasiment d'inversion, et qu'on peut rapporter un certain nombre de fois à des évolutions des milieux qui eux-mêmes subissent des influences de facteurs climatiques. Bonsoir. Je voulais aussi dire simplement un grand merci à l'Académie du climat, puisqu'on est à l'Académie du climat qui nous accueille, et on est ravis de se trouver ici pour présenter nos travaux collectifs et puis les diffuser. Je voulais aussi ajouter un petit détail technique. Comme vous le voyez, la séance est filmée parce que nous mettons sur la chaîne YouTube de la FAGE l'ensemble des vidéos des conférences et aussi d'autres conférences. Donc vous pourrez la retrouver par la suite sur la chaîne YouTube, comme vous pourrez rattraper, si vous l'avez manqué, la séance précédente il y a 15 jours sur l'Amazonie et comment sous la forêt, on trouve beaucoup de sites archéologiques, de champs qui témoignent de l'occupation de ces territoires avant le développement de la forêt amazonienne. Donc cette conférence avait été donnée par Gérard Schker, qui est ici présent, qui est le président de la FAGE, qui clôturera cette session, et vous pouvez la retrouver donc sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors aujourd'hui, on était en Amazonie, on va venir de nouveau chez nous, et plus que chez nous, à Paris, dans un territoire quotidien, pour explorer donc le territoire parisien au travers d'une entité géographique fondamentale qui est la Seine, aussi bien dans sa traversée de l'espace parisien proprement dit, que dans une zone un peu plus périphérique, dont nous parlera notre intervenante, je vais venir, sur Saint-Germain-en-Laye. Et donc, vous voyez le titre, la Seine, point d'interrogation, un fleuve pas si tranquille, parce que on a l'habitude de nos quais maçonnés qui sont là un peu intemporels, et en réalité, la Seine a une histoire très longue, et la relation aux zones humides plus largement, et pas uniquement au linéaire qui est la Seine, mais aux espaces humides autour de la Seine, sans qu'on s'en rende compte, marque encore l'espace parisien. Et la communication parlera de la manière dont ce tissu urbain dans lequel on vit est imprégné de l'existence très ancienne de ces zones humides et comment elles se sont transformées à travers des centaines d'années, plusieurs siècles. Et la communication va être portée par deux personnes en deux temps. Donc notre première intervenante est à côté de moi, c'est Émilie Cabana. Donc Émilie Cabana est archéogéographe au service, au pôle archéologique de la ville de Paris, qui dépend j'espère que je vais le dire dans le bon ordre, du département d'histoire de l'architecture et de l'archéologie de Paris, dont nous avons le chef d'ailleurs du département, merci d'être présent. Et donc ce service, le pôle archéologique, a recruté les compétences d'Émilie en tant qu'archéogéographe, ce qui est plutôt innovant d'ailleurs, je tiens à le dire, pour une municipalité, ce qui permet d'accompagner les archéologues qui, vous le savez, ça très bien, font des fouilles en amont d'aménagement, font des observations pour sauver par la connaissance des vestiges qui vont être détruits par des aménagements. La compétence archéogéographique permet de resituer le site archéologique dans un espace, de comprendre comment il était desservi par la voirie, comment il s'articulait avec d'autres espaces parisiens. Donc voilà, c'est une approche géographique, mais tout simplement de l'information historique et archéologique. Donc je m'arrête là, mais si vous voulez en savoir plus, puisqu'on est entre Parisiens, si je puis dire, ou au moins franciliens, vous pouvez aller voir le site web du pôle archéologique de la ville de Paris, où il y a aussi
WebSige, un système d'information géographique, c'est-à-dire une espèce de carte géographique en ligne où vous pouvez naviguer sur la carte et découvrir le patrimoine parisien, qui a été élaboré entre autres par Émilie Cavana et ses collègues. Donc, Émilie nous parlera de cette dynamique de la Seine en tant que fleuve qui traverse l'espace parisien, et puis d'une autre boucle qui est à l'ouest, à Saint-Germain-en-Laye. Hélène Loisé devait évoquer cette, bande bleue là qui est au nord de la Seine, qui est un paléoméandre, c'est-à-dire un ancien cours que suivait la Seine avant qu'il soit abandonné et que l'eau reste finalement sur le cours que l'on connaît actuellement. Et donc le travail qui a été mené dans le cadre d'un gros programme de recherche sur l'espace parisien devait être présenté par la porteuse de ce gros programme de recherche, Hélène Loisé, vous voyez, est toujours d'ailleurs maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Paris. Et donc là, je vais en fait prendre la parole pour Hélène Loisé qui s'excuse de son absence. Elle a un impondérable du fait de problèmes de santé, tout simplement. Et on est vraiment désolé. Donc, je transmets ces excuses à l'auditoire. Donc, je vais prendre sa place l'espace de 10-15 minutes pour résumer ce dossier qu'on appelle celui du paléo-méandre, c'est-à-dire le méandre ancien sur la rive droite de Paris. Je n'ai pas toutes les compétences d'Hélène, je n'ai pas porté ce dossier, donc je ferai une synthèse. Néanmoins, je vous rassure, je sais quand même de quoi ça parle. Je connais un peu le dossier. Et puis, si vous avez des questions plus précises, j'ai ces petites notes sous le coude et on pourra y revenir lors de la séance de questions, puisqu'une fois qu'on aura bien évoqué tout ça, on aura un petit temps d'échange, si vous le souhaitez, à la fin. Et puis, la clôture de la séance, comme je le disais, par Gérard Schoufer. Donc, Émilie, je te passe la parole. Nous t'écoutons avec plaisir et merci surtout d'avoir accepté d'intervenir. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par vous dire qu'une conférence ne serait évidemment pas suffisante pour explorer tous les aspects de l'histoire des 774 km de la Seine, depuis sa source sur le plateau de Langres, en Côte d'Or, jusqu'à son estuaire dans la Manche, entre Le Havre et Honfleur. Donc notre propos va se concentrer sur l'Île-de-France avec un zoom particulier sur Paris, qu'a évoqué Magali, et ensuite je prendrai la parole pour évoquer la boucle de la Seine de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yves. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord faire un grand pas en arrière pour comprendre l'évolution d'un fleuve qui, à Paris comme ailleurs, n'a pas toujours coulé sagement dans son lit actuel. L'évolution de l'hydrosystème de la Seine nous est connue grâce à l'étude des sédiments anciens conservés dans les principaux sites archéologiques en bord de Seine et dans le quartier du Marais. Donc à partir d'une période qu'on appelle l'Holocène, donc l'Holocène c'est une période qui est décrite par les paléoclimatologues par les géologues comme une période géologique tempérée qui suit la dernière glaciation. Donc en fait on a eu une grosse phase de glaciation qui est le Pléistocène, ensuite suit l'Holocène, et donc on a un réchauffement global du climat et une hausse des précipitations. Donc durant cette période, qui correspond à peu près au début du Mésolithique, qui est donc une des dernières phases de la préhistoire en termes de temps archéologique, donc à partir donc, du Mésolithique, on va dire, le fleuve est constitué de deux méandres distincts, un chenal ceinturant au nord l'ensemble de la rive droite, que vous connaissez bien ici, et un autre chenal au sud qui correspond globalement au tracé actuel de la Seine. Progressivement, la Seine glisse de son lit principal au nord vers le lit secondaire au sud à la suite de changements climatiques globaux qui affectent l'activité hydrologique des fleuves. Les crues sont en effet plus fortes et leurs effets sont accentués par les activités humaines à partir du néolithique. Donc, le néolithique, c'est la période où les premières sociétés d'agriculteurs se développent. Et donc, les activités humaines des populations du néolithique, en fait, engendrent le défrichement des berges, et c'est ce qui fait que ça accroît l'effet des crues. Donc, jusqu'au néolithique au moins, le lit actuel de la Seine n'est pas du tout stable. Il continue d'évoluer selon un style en tresse, c'est-à-dire qu'il est entrelacé de plusieurs chenaux latéraux, et en fait, le méandre reste bordé de zones humides. Ces zones humides, justement, perdurent jusqu'à l'urbanisation des rives du fleuve au cours de l'Antiquité. J'imagine que vous savez, la cité de Lutèce se développe en rive gauche à partir du 1er siècle de notre ère. Et au fil des siècles,
le fleuve adopte un tracé plus régulier car il est progressivement aménagé de quais et de ports pour développer le commerce par voie fluviale. Jusqu'à la fin de la période moderne, la Seine continue de s'écouler au milieu d'un chapelet d'îlots sableux, dont l'île de la Cité et l'île Saint-Louis sont les seuls vestiges aujourd'hui. Avant de disparaître, ce que vous voyez ici, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame, ont longtemps constitué des îlots de verdure qui étaient utilisés pour le pâturage du bétail. C'est seulement à la fin du XVIe siècle que la reine Marie de Médicis entreprend l'urbanisation de ces deux îlots. En fait, le chenal qui les sépare est comblé artificiellement afin de créer un unique plateau qui devient l'île Saint-Louis. Située en amont, l'île Bouvier, ici, était séparée de la rive droite par un étroit bras d'eau. Il a été utilisé comme terrain d'entraînement pour les arbalétriers au Moyen-Âge. Il a également servi d'entrepôt pour le bois au XVIIIe siècle. Et finalement, il est comblé au XIXe siècle et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le quai Morland. Et au nord, qu'est-ce qui se passe Donc, le processus de colmatage du Paléochenal commence avant le début de notre ère et s'installe durant tout le premier millénaire. Ce sont justement les interactions entre ce vestige de la dernière période interglaciaire et les sociétés médiévales qu'a étudié Hélène Loiset et dont va vous présenter les principaux aspects Magali. Merci. Alors, c'était une forme d'introduction effectivement sur le lit de la Seine. Je vais me permettre de me rapprocher. Pour résumer, donc la partie que souhaitait présenter Hélène Loiset, donc dans le cadre de ce programme qui s'appelle Alpha. Je le signale parce qu'il y a une publication associée, un très bel ouvrage, si vous souhaitez le consulter, qui s'appelle Paris de parcelles en pixels. Et l'évolution parce qu'il y a tout un environnement numérique assez enrichi et important autour de ce projet d'analyse de l'espace parisien. Et donc, ce travail a abouti à tout un ensemble de résultats. Et certains de ces résultats concernent donc le paléoméandre. Pourtant sur On, ça marche encore mieux. On le voit se dessiner ici, vous voyez dans la topographie ancienne, en fait, ce qu'on appelle la paléotopographie. Évidemment, quand on se balade aujourd'hui dans Paris, parfois on a du mal à mesurer, à moins qu'on ait une grande pente comme la rue Saint-Jacques, les dénivelés plus légers de la topographie qui étaient, comme vous l'avez vu, avant l'urbanisation intense, et bien plus marqué. Donc pour restituer cette topographie ancienne, il y a eu non seulement des informations géologiques récupérées très anciennement d'ailleurs dès le 19e siècle, puisque les paléo-chenaux, donc c'est-à-dire les anciens cours, eh bien se traduisent dans la terre, le sol qu'on trouve, des sédiments différents. Donc on peut voir des types de sols qui marquent des formes et qui correspondent en fait à ces paléo-chenaux. Et puis vous voyez des observations archéologiques tout du long de ce paléoméandre dont on voit la forme ici, qui ont permis de confirmer la topographie plus basse et donc la présence de zones humides à partir du moment où le cours de la Seine s'est déporté vers le sud. Ici restaient des terres un peu plus basses et en fait marécageuses pendant longtemps, comme l'a montré Émilie sur l'étape antique de la ville de Paris. On voit bien au nord cette boucle en fait marécageuse. Alors, du coup, comme c'était marécageux, au niveau de l'usage du sol, l'occupation de cet espace, on sait par la documentation écrite que durant le Haut Moyen-Âge, alors c'est pas urbanisé, vous l'avez vu pendant l'Antiquité, et on sait que pour le Haut Moyen-Âge, on a un usage pastoral, c'est-à-dire qu'on a des prés, et donc qui sont adaptés évidemment à ce milieu. Alors cet usage pastoral, vous voyez, là un extrait de texte datant de 876, une donation par Louis le Bègue aux chanoines de Sainte-Opportune. On va reparler de ces chanoines qui possèdent, qui sont associés à la collégiale de Sainte-Opportune et qui, pour vivre, ont des terres dont ils tirent des revenus. Et donc la documentation associée au temporel, on pourrait dire, de ces chanoines, aux terres qu'ils possèdent, est très intéressante pour nous parce que justement les terres qu'ils possèdent se situent là. Là, vous avez en vert, je reviendrai sur le texte après, mais regardez en vert sa forme
une forme courbe qui reprend bien le tracé de notre paléochenal. Sachant qu'on le voit aussi, vous voyez, paléozone inondable, on y reviendra effectivement, c'est assez logique, hein, les zones préférentiellement inondées, en particulier lors de la fameuse crue de 1910, font rejouer non seulement donc le lit majeur de la Seine, mais aussi ce paléoméandre. Et donc se superposent ces formes en vert qu'Hélène Loisé a cartographiées, qui sont les terres possédées par donc la collégiale de Sainte-Opportune, qu'on a pu cartographier grâce à des plans terriers. Vous voyez, un plan terrier de 1753. Donc vous me direz 1753, c'est pas de la période médiévale, effectivement, mais néanmoins par une analyse qu'on dit régressive, qui est classique chez les historiens, c'est-à-dire qu'on remonte le temps, on peut restituer les espaces concernés par les possessions de la collégiale, parce qu'ils ont assez peu bougé globalement entre l'époque médiévale et le XVIIIe. Je passe un peu les détails techniques, mais voilà, c'est assez assuré. Et donc, vous voyez que ce qu'on appelle les censiers, donc des terres qui étaient allouées contre des censes, forment une boucle. Et donc, on apprend, en remontant plus haut dans le temps par le texte là que j'évoquais, vous voyez que on a à cet endroit les prés à proximité de Montmartre, et en plus des petits champs près de la porte de cette cité. Donc, la donation qui est faite pour qu'ils puissent vivre de quelque chose, donc en leur donnant des terres, sont des terres qualifiées de prés. Ce qui correspond bien avec le milieu qui est un milieu unique, comme je vous l'ai dit, hérité de ce paléoméandre. Et en plus, merci les pense pas bêtes sur la diapo, on observe ici, vous voyez, pont Saint-Lazare, pont Saint-Martin, qui sont mentionnés aussi dans les sources, donc des ponts justement pour passer un espace humide. Alors, on connaît aussi une autre étape pendant la période médiévale d'aménagement de ces espaces-là. On est toujours sur cette zone de marais, mais vous voyez, je passerai très rapidement là-dessus, mais qui sont drainés pour en tirer plus de profit, en particulier essayer de faire pousser des céréales. Donc d'ailleurs, on dit dans la documentation, donc ça se passe au XIIe siècle, vous voyez que les chanoines ici dans un acte épiscopal, veulent mettre en culture les marais qu'ils possédaient au nord de Paris. Alors on dit qu'il y a toujours des formules qui reviennent pour dire qu'ils sont très pauvres et qu'ils en ont bien besoin. Voilà, en raison de la pauvreté d'église et pour le commun profit de beaucoup, ça c'est une formulation qui revient, pour justifier qu'on doive donc mettre en culture ces terres-là. On met en culture la moitié du marais. Alors, pas tout le marais, vous voyez, là aussi, la moitié des marais sont des confirmations qui sont faites régulièrement et qui nous montrent donc une exploitation céréalière, mais qui très rapidement, en fait, va un peu s'arrêter et basculer sur de la production maraîchère, donc des légumes plutôt, ce qui est assez adapté aussi au lieu. Alors, une nouvelle appellation, les fossés Leroy. Le fossé central qui vient drainer et favoriser la mise en culture est appelé les fossés Leroy, au pluriel, mais disons c'est un linéaire central, peut-être sur le point le plus bas de cet espace, vous voyez, qui est un peu étendu, parce qu'il est récuré sous le contrôle du pouvoir royal pour favoriser le drainage. Alors ensuite, justement, ce fossé de drainage, il crée une sorte de précédent. Vous voyez, c'est toujours une affaire de précédent qui, à l'étape d'après, est réactivée par des gens différents, dans un contexte différent, pour des besoins différents, en le transformant, mais ce faisant, on transmet une forme qui est toujours notre forme linéaire, en demi-courbe et qui renvoie à cet héritage du paléoméandre. Et donc ce réseau de drainage qui avait été mis en place précédemment, se transforme au XIVe siècle. On a un réseau, la structuration des grands égouts de Paris, vous voyez, égouts de Paris à partir des fossés de drainage, pour évacuer les déchets, et les villes croissent et s'organisent du point de vue aussi de la gestion, surtout l'évacuation des déchets. Et donc là, vous avez une carte, vous voyez, de 1550, un plan, de Truchet-Wayot, qui nous montre ce tracé en rive nord, qui correspond à l'ancien égout, qui donc s'adosse à les fossés Leroy que j'ai évoqués. Alors ce réseau d'égouts connaît une reconstruction sur un mode plus rectiligne. On avait des choses légèrement plus ondulantes auparavant, au XVIIIe siècle. Et voilà une cartographie justement du XVIIIe,
qui nous montre par rapport à l'emprise de la sensible de Sainte-Opportune qui était en vert et que là vous voyez en jaune, eh bien le tracé de ce grand égout qui traverse cette terre-là et puis qui vient se connecter à un autre égout dit du fossé entre l'Arsenal et la Bastille ici qui rejoint la Seine là. Donc il vient se connecter au fleuve évidemment pour faciliter l'évacuation. On voit que là on est à la période moderne, mais ce faisant encore une fois pour des projets différents, eh bien on rejoue une forme ancienne héritée. Alors voici un petit, une belle carte plutôt réalisée dans le cadre d'Alpad qui vous montre les étapes de constitution de ce grand égout sur sa partie ici la plus grande d'ailleurs aux 3/4 et puis sur la partie vers l'Arsenal et Bastille dont on peut, vous voyez, tracer les évolutions et puis voir un certain nombre de canaux secondaires qui viennent se connecter. Alors ensuite, eh bien, au 18e, on a ces grands égouts qui vont progressivement être recouverts et qui, en étant au fur et à mesure, qu'avance le temps vers le 19e recouverts, vont permettre une urbanisation. Puisque l'air y est même dit pur, donc vous voyez, c'est pendant longtemps, comme ce sont des prés et des terres de maraîchage, des zones non bâties ou peu bâties, et donc on l'appelle aussi la ceinture verte de Paris. Et l'institution de ce réseau d'égouts va encore plus assainir ces terres-là qui vont faire bien l'objet de convoitises foncières et puis d'aménagements en particulier au début du 19e siècle. Et donc cette urbanisation, qu'est-ce que c'est? C'est de la construction de bâtis et puis c'est aussi de l'aménagement de rues en fonction de ce bâti. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder dans ce qu'on appelle une planimétrie, c'est-à-dire l'ensemble des formes de l'espace parisien. Ici, vous avez, vous voyez, le filaire des rues en 2006 de la TUR, donc l'Agence parisienne d'urbanisme. Donc, vous avez l'ensemble des rues parisiennes, de la plus petite à la plus grande. Ça forme, vous voyez, une espèce de maillage total et très riche. Et ce que fait ressortir donc cette carte, ce sont des segments, on va dire des tronçons de rues. Donc vous voyez, certaines ont été nommées, si vous connaissez tous ces points-là, vous pouvez vous repérer. Les segments, là, ont des couleurs différentes, parce que vous voyez qu'en rouge, ce sont des voies présentes sur le très beau plan du 18e que j'ai montré. En vert, ce sont des tronçons apparus entre ce plan du 18e et les plans dits vastraux, du début du 19e, qui sont un peu les plans cadastraux napoléoniens extrêmement beaux, et qui ont fait dans la page d'ailleurs l'objet d'un gros travail de numérisation, d'assemblage, et vous pouvez aller sur Internet voir les résultats d'ailleurs de ce travail. Il y a une plateforme cartographique qui permet de se balader dans l'espace parisien du 19e siècle et aussi de voir toute la connaissance historique, où étaient les remparts, où était telle paroisse, les rues du 13e siècle, etc. Tout ça se trouve sur cette plateforme cartographique en ligne. Donc si vous lisez Alpage et Lannoy, vous allez tomber dessus, donc n'hésitez pas. Bref, donc ce travail de compilation, vous voyez, d'informations qui datent d'aujourd'hui, du 18e, du 19e, eh bien permet d'identifier des tronçons qui apparaissent à certaines périodes. Donc là, vous avez les voies présentes sur Delagrive au 18e, et puis ensuite vous avez des tronçons qui apparaissent entre Delagrive et Vastraux, parce qu'on les voit sur Vastraux, mais on les a pas vus sur le plan du 18e. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont postérieurs, ils ont été créés après coup. Et puis, des tronçons aussi postérieurs à Vastraux, qui ne sont pas sur les plans Vastraux, mais qu'on repère dans le filaire routier contemporain. Donc, il y a des moments où on crée de nouvelles rues. Donc, ça vous donne un ensemble multicolore qui renvoie à ces chronologies complexes, étagées dans le temps, mais pourtant, qui toutes, là, vous voyez, forment un ensemble très cohérent qui rejoue la forme de l'ancien méandre dans le réseau viaire depuis le 18e. Donc cette urbanisation, en fait, on pourrait penser qu'elle va effacer totalement la forme initiale de ce paléoméandre, et en réalité, elle participe de sa, on dirait, résilience, c'est ce terme issu de la psychologie, mais pour dire que ça dure, même si ça se transforme. On a un autre terme dans notre jargon d'archéogéographe, on parle de transformation, c'est-à-dire ça se transmet malgré des transformations.
ou c'est même grâce aux transformations que les choses durent. Donc en fait, on aménage encore une fois pour d'autres raisons, avec d'autres acteurs, et même à des échelles parfois très locales, et à une échelle plus globale, que ça soit spatialement l'ensemble de cette grande forme, ou que ce soit à l'échelle d'une chronologie, vous voyez, qui peut remonter à l'Holocène, eh bien, on voit toujours réactiver notre grande forme d'ensemble ici. Donc ça, c'est intéressant quand on travaille sur ce qu'on appelle la fabrique urbaine, parce que ça marque l'espace parisien de manière assez notable, et on ne peut pas rapporter cette forme à une seule période, en disant ça, c'est un projet, par exemple, du IXe siècle, ou ça, c'est la conséquence du grand égout parisien mis en place depuis la fin du Moyen Âge, ou même sa régularisation au XVIIIe. En réalité, c'est l'ensemble de ces étapes qui construisent, pour des raisons différentes, mais qui, sur le plan on dit morphologique, c'est-à-dire dans la forme de l'espace, contribuent à réactiver cet héritage très ancien qui était le paléoméandre. Alors, c'est pas du déterminisme pur et simple, dans la mesure, vous voyez bien que derrière, il faut des gens qui réellement, pour des raisons purement sociales, rattachables à, vous avez des enjeux historiques, réactivent les choses. On n'est pas conditionné ici par une topographie problématique. Donc, en fait, c'est un petit peu plus subtil quand même qu'une lecture purement déterministe. Et donc, ah oui, pardon, avant d'arriver à la diapo finale, il y avait cette petite étape intermédiaire, parce que vous voyez qu'on remonte le temps. Alors, quand on travaille, on n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, et l'enjeu, c'est d'arriver à la fin à une mise en série des étapes dans l'ordre chronologique, pour raconter l'histoire de cette forme. Eh bien là, vous avez un zoom sur, vous voyez, les zones inondées en 1910, la fameuse grande crue parisienne. Donc on voit bien évidemment que les voies et les caves près du cours de la Seine sont majoritairement inondées. On voit aussi se dessiner toute une partie ici inondée. Et là, vous avez un petit zoom ici. Vous voyez que même à l'échelle très fine de quelques caves, elles sont le long de ce réseau du Grand Égout en 1740. Donc ces paléozones, ces zones anciennes inondables, paléozones inondables, on les a cartographiées aussi grâce à la connaissance des caves inondées en 1910. C'est là où on voit, ça permet aussi de penser à autre chose, qui est que cette connaissance historique, elle est intéressante pour les historiens, mais pas seulement. Du coup, ça peut être aussi utile en matière de réflexion sur ce qu'on appelle les risques. Les risques, on pense tout de suite aux inondations. Ça, c'est là où ce genre de travaux de nature archéogéographique sont particulièrement utiles pour se réapproprier une connaissance des espaces en descendant dans la complexité et aussi dans l'hybridation, hybrider des informations purement géographiques, géologiques, des informations historiques au sens large, grâce à l'information des textes et de l'archéologie. Donc là aussi, vous voyez, en 1910, rejeu de la forme pluviale d'une autre manière. Là, c'est pas le réseau des rues, là, c'est les caves inondées. Et donc, j'en viens, à la diapo de conclusion, qui, normalement, du coup, devient plus claire, enfin, j'espère, au travers de ce que j'ai dit, qui permet de poser un concept en fin de parcours. Comment qualifier et nommer un type comme ça de réalité, on va dire planimétrique, c'est-à-dire qu'on observe sur les plans ou même sur les photos aériennes, dans notre espace géographique, y compris contemporain, comment nommer cette chose-là? Le concept proposé est celui de corridor fluviaire. Le terme de corridor, déjà, il est emprunté aux écologues du paysage, vous savez, qui font de l'écologie, mais en prenant en compte spatialement comment s'exprime cette écologie. Donc, on parle d'écologie du paysage, donc corridor, bon voilà, ça parle à tout le monde. Et fluviaire, là vous voyez le néologisme qui fusionne fluvial et voirie en fait. Quand on parle de réseau viaire, c'est une autre manière de dire réseau routier. Donc fluviaire, c'est une réalité hybride, composite, entre une dimension hydrographique, là de type cours d'eau, avec une dimension ici dans cet espace très lié à la voirie. Alors, fluviaire, on pourrait même dire peut-être fluvio-planimétrique, mais ça serait plus long parce que vous avez vu qu'en réalité, c'est pas que des rues derrière qui sont en jeu, c'est plus que ça. Mais voilà, on essaye de trouver des mots pour traduire des découvertes
qui sont au carrefour d'informations, de données géographiques, de facteurs géographiques, et puis de réalités socio-historiques. Donc ça peut donner parfois du jargon un peu étonnant, mais pour décrire ces choses-là complexes et hybrides. Donc c'est une configuration morphologique, ce corridor fluvial, qui s'exprime dans la forme. C'est pour ça qu'on avait dit dans le petit flyer là, que je vous invite à garder avec vous et à distribuer à vos amis pour la dernière séquence le 6 décembre. C'est pour ça qu'on avait précisé, certains vont évaluer la quantité de pluie tombée avec tel ou tel instrument. Nous, notre instrument, c'est une sorte de morphomètre, c'est d'observer justement les formes, les configurations morphologiques qu'on peut lire en regardant des cartes, des cadastres, des plans, des photos aériennes, et de s'en servir comme un véhicule pour voyager dans le temps et comprendre ce qui s'est passé à différents moments. Ces différents moments, ils sont, vous voyez, discontinus. Parfois, on peut remonter à l'Antiquité, parfois on peut remonter à la période gauloise. Là, en l'occurrence, on remonte plutôt au IXe siècle. Ces différents moments, ils sont éclairés soit par des sources écrites, soit par de la documentation archéologique, soit par des photos récentes, ce qui fait que voilà, on a des espèces de flash sur l'histoire de ce corridor fluvial, mais suffisant pour comprendre comment s'exprime dans la longue durée. Donc, c'est ce que veut dire diachronique. Diachronique, c'est-à-dire à travers toutes les périodes. Enfin, plusieurs périodes en tout cas, qui suppose donc de décloisonner les périodes. Là, vous avez vu, le médiéviste, il pourrait être content avec son petit dossier texte, qui est quand même bien sympa et assez ancien. Le moderniste pourrait se contenter de travailler sur le réseau d'égouts, on voit ici. Tout le monde pourrait travailler, et le fait d'ailleurs, et c'est tout à fait légitime, mais on peut rajouter un autre dossier, si je puis dire, à cette succession de dossiers approfondis, qui est comment cet ensemble évolue dans la longue durée. Et là, on est obligé d'aller prendre un peu dans chaque période pour faire cette histoire qui n'est pas faite, puisque quand on est sur une période, on ne voit pas l'ensemble, parce que c'est pas forcément non plus l'enjeu, pour être honnête. Voilà, nous, en archéogéographie, l'enjeu, c'est de comprendre ce genre de choses, que ce soit en espace rural ou en espace urbain comme ici. Donc, on a une configuration morphologique, hybride, diachronique, depuis ce paléoméandre, vous l'avez vu, jusqu'au réseau viaire actuel. Et donc là, ce schéma-là, cette carte-là, traduit la compilation de toutes ces informations qui sont différentes modalités d'expression de ce corridor dans la très longue durée depuis l'Holocène et qui contribuent à la fabrique du tissu parisien. Je m'arrête là, si je ne dis pas de bêtises, et je repasse la parole à Émilie pour qu'on se décale. Vous voyez, on va aller se balader dans la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Donc, on remonte la Seine et on remonte la Seine en aval et donc on se dirige vers les Yvelines. La boucle de la Seine de Saint-Germain-en-Laye se situe dans les Yvelines, aux confins du Val d'Oise et des Hauts-de-Seine, comme vous pouvez le voir. Et en fait, les résultats de l'étude que je vais vous présenter, en fait, sont liés à la réalisation d'une fouille. Madame dit justement que tu devrais parler un petit peu plus fort, si je peux te permettre. Donc, je disais qu'en fait, cette boucle de la Seine, elle a été l'occasion d'une étude lors d'une grande fouille archéologique qui a eu lieu à l'emplacement du Point Rocheux, vous avez là. Donc, ce site archéologique, c'est le Fort Saint-Sébastien, qui a été donc fouillé sur une emprise exceptionnelle en archéologie préventive, 28 hectares, c'est une des plus grandes fouilles de France depuis plusieurs décennies. Elle a été réalisée en fait à l'emplacement d'une parcelle qui a servi à l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux de Seine-Aval du SIAP. Et elle a été conduite par l'INRAP, qui est l'Institut national d'archéologie préventive, sous la direction de Séverine Hurard pendant 12 mois pendant 10 mois entre 2011 et 2012. Donc, pourquoi est-ce qu'on considère que cette fouille est exceptionnelle? Donc, au-delà de la surface, en fait, cette fouille a mis au jour deux camps. Donc, deux camps d'entraînement qui ont servi à Louis XIV pour la préparation des guerres de Hollande. Donc là, on se trouve dans le dernier tiers du XVIIe siècle, et cette fouille a révélé en fait la présence de deux camps qui ont été créés en l'espace de 2 ans. Donc vous avez un premier camp qui est en bleu, qui correspond à ce qu'on appelle un camp à la romaine, qui a été construit donc en 1669, détruit la même année et reconstruit l'année suivante avec un camp
qui lui a été pensé par Vauban. Donc, c'est le camp dit à la Vauban. Donc 2 camps successifs, 3500 structures archéologiques, 1,8 km de fossés fouillés et évidemment des milliers d'artefacts mis au jour. Donc des artefacts qui concernent la vie du camp, des soldats, c'est-à-dire avec leur culture matérielle, c'est-à-dire le jeu, le tabac, des éléments d'habillement et surtout beaucoup de vaisselle donc, qui appartenaient aux soldats, qu'ils soient simples soldats ou appartenant à la maison du roi, qui est donc la compagnie la plus prestigieuse de Louis XIV. Autre caractéristique de cette fouille, c'est qu'en fait on est en présence d'une masse d'archives assez exceptionnelle. C'est pas tout, c'est assez rare en fait de rencontrer autant d'archives sur un seul site. Donc on a eu l'occasion d'étudier des sources écrites très abondantes, que ce soit des ordonnances en fait royales donc qui sont très bien connues, mais aussi des actes notariés sur la construction du chantier et aussi une masse de documents iconographiques comme vous pouvez voir ici. Là c'est un petit dessin aquarellé du premier camp, donc le camp dit à la romaine. Et évidemment une masse de documents cartographiques disponibles sur cet espace-là. Alors évidemment, qui dit fouille exceptionnelle dit rapport d'opération qui doit forcément être exceptionnel et donc interdisciplinaire. Donc en fait, il y a plusieurs dizaines de spécialistes qui ont travaillé durant la post-fouille de ce site. Alors, la publication est toujours en cours parce que c'est un site tellement énorme que la publication de synthèse devait aussi être à la hauteur du site. Donc, normalement, l'année prochaine, la publication sort, mais en attendant, si la chose vous intéresse, il y a eu beaucoup d'actions de communication sur ce site, donc vous pouvez retrouver plein de petits dossiers documentaires sur l'INRAP.fr, mais aussi des documentaires qui sont passés sur Arte. Il y a aussi des interviews de France Culture. Enfin, si vous vous intéressez au site, vous pouvez retrouver plein d'informations avant la sortie de la publication. Donc, je disais, un rapport d'études interdisciplinaire et donc l'archéographie faisait partie des disciplines qu'on a convoquées pour réaliser ce rapport d'études. Donc, ce dossier m'a été confié. Et il a fallu en fait défricher le sujet. Donc, juste pour rappel, les cadres de l'étude sont assez simples. On se trouve donc, on l'a dit, dans l'Ouest francilien, mais on se trouve surtout dans un espace géographique qui est marqué par la présence des résidences des rois de France, puisqu'on a non seulement Poissy, donc, qui est la ville natale de Saint-Louis, mais également Saint-Germain-en-Laye, où Louis XIV, entre autres, est né. Et vous avez évidemment à quelques dizaines de kilomètres Versailles et Marie. Donc on se trouve aussi dans un espace particulier qui est la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est 3500 hectares aujourd'hui, qui a une histoire assez complexe et assez riche, puisqu'en fait la forêt a le statut de domaine royal depuis le Haut Moyen-Âge. C'est une des plus anciennes forêts possédées par les rois. Elle a eu, je ne sais pas si vous voyez très clairement sur la carte, mais en fait, l'emprise de la forêt dite ancienne, c'est juste cet espace qui est compris dans les limites vert clair. En fait, l'histoire de la forêt est assez longue et est faite de grands projets portés par certains rois. Alors, par exemple, Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, a voulu en fait enfermer la forêt dans un mur qu'on appelle le mur du roi. Et en fait, c'était pour soutenir sa grande passion qui est la chasse. Donc, c'est devenu un parc cynégétique à part entière, c'est-à-dire que le gibier ne pouvait pas sortir des limites de la forêt, et donc il pouvait donc s'adonner à son plaisir en toute facilité. Ensuite, on a une grande étape aussi de l'histoire de la forêt de Saint-Germain, c'est ce qu'on appelle la grande plantation qui a été réalisée par Louis XV. Donc en fait, tout l'espace qui se trouvait ici être des landes, en fait, qu'on appelait des garennes, qui étaient plutôt
des zones un peu incultes avec un couvert végétal fait de genêt ou de genévrier. Toute cette partie en fait a été plantée par Louis XV et a essayé en fait de s'approcher au plus près de la boucle de la Seine. Ensuite, autre grand événement dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, c'est qu'en fait au milieu du XIXe siècle, le train passe, découpe la forêt en deux et vient en fait traverser d'est en ouest la forêt et cette partie de la Seine est canalisée également durant cette période. Et donc à partir de là, on a l'augmentation on a quasiment l'urbanisation de la forêt, puisqu'en fait l'habitat commence à grignoter toutes les contours en fait de la forêt. Et pour accompagner en fait ce mouvement qui va vers l'urbanisation, on a un dernier projet qui vient marquer en fait l'histoire de la boucle de la Seine, c'est l'implantation en fait ce qu'on appelle du parc agricole d'Achères. Alors c'est un nom un peu pudique pour parler en fait de l'épandage d'égouts parisiennes dans cet espace. En fait, tous les égouts parisiens étaient curés régulièrement et on épandait cet égout dans cet espace-ci. Et en fait, ça a été un espace de maraîchage pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et la plupart des fruits et légumes qui étaient vendus aux Parisiens venaient de cet espace. Voilà, donc ça c'est pour le cadre, disons, géohistorique global. Donc je disais tout à l'heure qu'en fait on a un fonds cartographique et planimétrique très riche pour les XVIIe et XVIIIe siècles, parce qu'en fait ce lieu a aussi été un espace d'expérimentation cartographique. C'est-à-dire que les premiers géographes du roi ont cartographié spécifiquement cet espace. Donc on a une collection conservée à la BNF et aux archives nationales sur cet espace. Donc on a je pense plusieurs centaines de cartes des XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui est absolument exceptionnel pour un espace si petit. Autre fait un peu exceptionnel, c'est le fait que pour la première fois, je crois, 12 mois d'études archéographiques ont été commandés pour réaliser cette étude. C'était donc un grand pas pour l'archéographie qui était reconnue comme une discipline aidant à la réalisation de rapports de flux. Donc, les problématiques de l'étude qui sont présentées, l'objectif en menant une étude archéographique de cette ampleur, c'était de répondre à une question. Pourquoi le choix du site, donc le camp est ici. Pourquoi Louis XIV et ses ministres ont choisi d'implanter le camp à cet endroit? Donc en fait, pour répondre à cette question dont les réponses sont pas si évidentes que ça, il a fallu en fait partir sur trois grands axes de recherche. D'abord, restituer et comprendre les logiques planimétriques d'une forêt qui est exploitée depuis des siècles, parce qu'en fait, même avant la mainmise des rois de France sur cette forêt, elle a été occupée dès l'Antiquité par des habitats. Une forêt, c'est pas forcément un espace vide d'habitants, c'est au contraire très habité. Autre axe qu'il fallait poursuivre, c'était essayer de comprendre et restituer le fonctionnement d'un espace habité et traversé par des réseaux viaires anciens. En fait, actuellement, il est un petit peu compliqué d'imaginer quand on parcourt la forêt de Saint-Germain-en-Laye qu'il y a des chemins anciens, parce qu'en fait, la forêt est très quadrillée de grandes allées forestières et cavalières. Et en fait, en pratiquant une analyse régressive des planimétries, on peut restituer en fait des chemins anciens avant les grands aménagements royaux. Et donc, troisième axe, c'était restituer et comprendre les dynamiques de la terrasse alluviale et de l'hydrosystème de la Seine sur la longue durée. C'est justement cette partie de l'étude que je vais évoquer ce soir. Alors, en fait, avant de commencer, avant de me plonger dans les planimétries, il a fallu déjà rassembler toutes les données, compiler toutes les données disponibles, qui permettent d'avoir déjà en tête un schéma d'évolution de l'histoire géomorphologique de la boucle de la Seine.
Et par ricochet, en fait, l'idée c'était de commencer à comprendre l'histoire de l'hydrosystème à une échelle beaucoup plus large. Donc, actuellement, le style fluvial dans ce secteur, on le voit très clairement, il est de type méandriforme. C'est un méandre qui est beaucoup plus prononcé qu'à Paris. Donc, on a des coteaux en pente raide dans ce secteur-ci, c'est Conflans-Sainte-Honorine et Herblay, avec des coteaux creusés dans des bandes calcaires, qui ont d'ailleurs été exploités au Moyen-Âge, à l'époque moderne, notamment pour les grands monuments parisiens, dont la cathédrale Notre-Dame. Donc, on a ces coteaux très, très pentus, et côté forêt, on a en fait une grande plaine alluviale, qui est en fait, de premier abord, on a l'impression qu'elle est assez uniforme, mais en fait, pas du tout. Alors, enfin, on a en fait toute une bande ici qui correspond aux alluvions récentes. Donc, c'est tous les lignes de débordement des crues anciennes depuis l'Holocène. Et vous avez juste ici, donc le trait plus foncé violet, c'est la limite des alluvions anciennes. Donc en fait, jusqu'au talus calcaire qui se trouve ici, la Seine a pu bouger dans cet espace. Donc un des repères aussi importants pour comprendre le fonctionnement de la boucle de la Seine, c'est ce que vous avez en noir, en fait le trait noir, c'est la côte 25 mètres. C'est en fait l'altitude la plus haute donc déjà ça correspond aux alluvions récentes, et surtout c'est l'altitude maximale de la crue de 1910. En fait, les immenses débordements ne vont jamais au-delà de la côte de 25 mètres. À Paris, c'est 30 mètres. Pour vous donner une idée. Donc on est beaucoup plus bas que Paris. Donc en confrontant les résultats des études géomorphologiques au niveau local, donc vous voyez les petits points blancs, en fait c'est des sondages géomorphologiques qui ont été réalisés au moment de diagnostic archéologique. Donc en confrontant ces données-ci et des travaux actuels sur les hydrosystèmes de la vallée de la Seine, là vous avez par exemple une capture d'écran c'est vraiment petit. Voilà, donc là ce sont les genres d'études qui sont menées par les géomorphologues sur la Seine, mais côté Normandie, donc plus en aval. Donc l'idée c'était de comparer les données qui étaient acquises au niveau local et celles qu'on avait sur un espace beaucoup plus grand. On peut déjà dessiner un schéma des variations de la dynamique paléofluviale de la Seine. Alors en fait, tout à l'heure, on a évoqué les grandes phases, mais en regardant la boucle de la Seine, on peut un petit peu affiner ces phases-là. En fait, durant les phases froides du Pléistocène, donc je vous rappelle, c'est la dernière grande glaciation qui, disons, prend fin vers moins 10 000 on dit moins 10 000 BP parce que c'est before présent, donc c'est avant le présent. Le lit du fleuve, il n'est pas fixe, il représente un style, donc on a dit fluvial en tresse. Il y a de larges périodes chenaux qui apparaissent et qui disparaissent selon les débits et les sédiments charriés par la Seine. La répartition des... La répartition des alluvions en Seine témoigne donc de la mobilité du cours du fleuve. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fleuve, dans cette période froide, a pu bouger jusqu'au milieu de la boucle. Donc à partir de l'Holocène, donc on rappelle c'est environ moins 10 000, le lit du fleuve se creuse progressivement et adopte un style méandriforme. C'est une période en fait où le chenal se concentre à cet endroit-ci. Et l'écoulement en fait commence à se concentrer donc à l'emplacement du lit actuel, et on constate quand même que de nombreux chenaux latéraux existent. Et on en trouve notamment dans la bande des 25 mètres d'altitude entre Poissy, donc Poissy se trouve ici, et Maisons-Laffitte. Donc là, on a vraiment encore lorsque des sondages géomorphologiques sont réalisés, on trouve vraiment des chenaux très sableux qui sont enregistrés dans le sol. Donc, à partir du néolithique, donc on a dit tout à l'heure que l'agriculture commence à modifier les paysages et surtout réactive progressivement les processus d'érosion des sols.
Et du coup, ça a un impact sur la dynamique des lits fluviaux. Le lit reste large mais peu profond. Il est divisé en plusieurs bras, plus ou moins stables, et surtout, des îles commencent à se former. Et durant autre phase importante pour comprendre l'histoire de l'hydrosystème, c'est le petit âge glaciaire. Donc c'est une période sur laquelle on reviendra tout à l'heure. On entre en fait dans une crise érosive qui contraint progressivement le fleuve dans son chenal unique et tend, lui, à faire complètement disparaître les îles. Ce phénomène d'atterrissement est attesté dans les sources écrites dès le XVIe siècle dans notre secteur. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de la fin de la période moderne, on entre dans ce que les géomorphologues appellent le temps de forçage. C'est-à-dire que les sociétés aménagent le cours du fleuve pour tenter de le contrôler lors de ces débordements saisonniers. Et en fait, ces aménagements lourds prennent la forme de digues, de canaux et de barrages qui modifient les écoulements naturels dans la plaine alluviale et provoquent finalement des crues plus importantes, dans les villes notamment. En fait, on peut considérer que le XIXe siècle marque un seuil irréversible dans les interactions entre le fleuve et les sociétés. Donc on le voit, cette histoire est non seulement enregistrée dans le sous-sol, mais également dans les planimétries, et c'est tout l'intérêt d'une étude archéogéographique. Donc, quand on étudie le parcellaire napoléonien de la boucle de la Seine, vous l'avez là sous les yeux, on observe ponctuellement des discontinuités morphologiques, tout particulièrement en rive gauche de la Seine, où vous voyez ici, ce sont les petits tronçons en vert. Ces anomalies signent la présence de variations paléohydrologiques qui en sont enregistrées dans les formes du paysage, mais aussi dans la toponymie. On va le voir. Alors, là où la plaine est la plus large, donc on a dit que c'était vraiment cette bande où la limite des alluvions récentes, là où effectivement la montée des eaux, c'est une partie qui est plus touchée par la montée des eaux en période de crue, on peut distinguer deux formes d'anomalies. Premièrement, ce qu'on appelle des paléochenaux, qui permettent d'étudier en fait la mobilité latérale du fleuve. Donc, vous voyez ici sur ces cartes, on a les grands tronçons vert clair. En fait, ces formes sont régulièrement réactivées par les crues saisonnières, et donc en fait, ce qui explique pourquoi leur forme est particulièrement bien conservée. Et en fait, quand on regarde aussi les toponymes du cadastre napoléonien, on se rend compte que sont associés des toponymes qui évoquent des zones humides comme prés, prairies, marais, etc. Quand on remonte la Seine, donc dans la partie concave, au niveau de Conflans-Sainte-Honorine et Herblay, on peut confronter une petite anomalie morphologique qui se trouve ici. Là, c'est un zoom de cet espace-ci. Donc cette petite anomalie, en fait, est repérable, concorde avec un toponyme qui s'appelle les Prés de Gaillon. Et cette anomalie, on peut la confronter à des découvertes archéologiques qui ont eu lieu à proximité. En fait, à la côte 25 mètres, donc vous vous rappelez, la côte 25 mètres, c'est la limite d'écoulement des crues. Il y a deux sites archéologiques. On en a un qui s'appelle Gaillon-le-Bas et un autre qui s'appelle les Côtes de Conflans. En fait, sur ces deux sites archéologiques ont été mis en évidence une berge fossilisée de la Seine et un petit bras mort. Donc, ce qui caractérise ces deux sites, c'est qu'ils présentent tous deux une occupation stable depuis la protohistoire. On parle du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la période mérovingienne, entre le 5e et le 8e siècle de notre ère. Donc, on a deux sites qui perdurent durant un millénaire et subitement sont abandonnés. À la côte plus haut, donc 30 mètres plus haut, à la côte 55, on a un nouveau site archéologique qui apparaît. Alors lui, il se caractérise par une occupation plus récente, c'est-à-dire des 8e et 9e siècles après Jésus-Christ. Il faut donc envisager un changement dans la paléohydrologie locale pour expliquer tout ou en partie, en tout cas, le déplacement de l'habitat depuis les bords de Seine vers le haut de la ravine de Gaillon. Donc la ravine de Gaillon est par nature le point haut qui se trouve à 55. Donc en fait, on a un déplacement de l'habitat au milieu du premier Moyen Âge.
maquette justement des villages qui ont perduré sur 1000 ans au niveau du galion de plat. Donc, un autre type d'anomalie que les planimétries permettent de mettre en évidence, ce sont les paléoïles qui attestent, elles, de la variabilité du style fluvial. Les îles encore existantes vers 1820 témoignent d'un style fluvial en tresse encore très prononcé. Vous voyez, là en bleu, c'est le report en fait du cours de la Seine en 1820, donc c'est ceux qui sont portés sur le cadastre napoléonien. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes ces îles ont presque disparu. La Seine coule quasiment partout sur un seul chenal, mais en fait, on retrouve ces îles non seulement de la toponymie ancienne, puisqu'on a on retrouve des termes de île, îlot, marais, moue, pré, prairie. En fait, tous ces termes permettent de décrire l'usage agricole de ces espaces entre terre et fleuve. Ce sont des zones qui sont humides de manière, à chaque saison hivernale. La compilation de plusieurs cartes et témoignages écrits permettent de dater le rattachement progressif des îles entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. Par exemple, à proximité du fort Saint-Sébastien, donc le fort Saint-Sébastien, vous voyez un petit bout du camp là, qui se dessine, on a la présence, encore jusqu'au XVIIIe siècle, on trouve 3 îles on trouve 3 îles en fait. On a une île qui s'appelle l'île d'en haut, il y a l'île d'en bas, et il y a une autre île qui s'appelle l'île de la Garenne. Et donc on a un bras de Seine qui existe encore, qui s'écoule ici. Ce bras de Seine, il est sans doute assez large et profond, puisque dans les représentations que vous voyez, on voit vraiment que la largeur est quand même assez conséquente. Ce bras de Seine n'est plus décrit que comme un bracelet à la fin du XVIIe siècle. Donc un bracelet, c'est un tout petit bras. Et au début du XIXe siècle, il est à l'état de cours d'eau temporaire. Et la bande de terre formée par la réunion des 3 îles est en passe de se rattacher à la berge. Donc en fait, au cours du XIXe, on n'a plus qu'une seule grande île. Mais en fait, autre événement, mais là qui est d'origine anthropique, c'est que ce petit bras de Garenne, il a été réactivé probablement sous la forme d'un bief pour la navigation, pour le halage. Et donc en fait, actuellement, on a l'héritage de ce projet, puisqu'on a les 3 îles qui sont devenues l'île d'Arblay, et on a effectivement un petit bras de Seine qui coule encore maintenant. Un autre cas explicite avec l'île de la Frette. Donc là, on est un petit peu plus au sud du fort Saint-Sébastien. Donc l'île de la Frette, elle est ici. Donc pourquoi est-ce que ce cas est intéressant? Parce qu'en fait, il existe des actes notariés du XVIIe siècle qui concernent un conflit de voisinage. Donc, on voit en fait dans l'extrait que vous avez ici, on parle d'un atterrissement ou un accroissement arrivé en la rivière de Seine entre une petite île ou moto plantée en osier et la terre ferme du côté de la prairie du dit Garenne. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un banc de terre en fait est venu combler un bras d'eau qui séparait un îlot, donc l'îlot se trouve ici, de ce qu'ils appellent dans le texte la terre ferme. Alors, il se trouve que cette terre ferme a été probablement avant un îlot, puisqu'en fait on a des toponymes qui évoquent le nom d'une île, l'île épineuse. Donc l'enjeu du conflit au moment où on constate qu'il n'y a plus de bras d'eau qui séparent ces deux portions de terre, donc l'enjeu en fait du conflit réside dans l'appropriation de ce nouvel espace qui est cultivable d'un seul tenant. Les accroissements des îles provoquent en effet des micro-conflits de territoire entre des seigneurs locaux qui finalement doivent redélimiter leur seigneurie et se partager la terre. Et en fait, il se trouve que dès la fin du XVIIIe siècle, on trouve sur les plans en fait une petite ligne qui vient marquer la délimitation des 2 seigneuries pour bien montrer que cette nouvelle terre est bien partagée entre 2 propriétaires fonciers. Donc jusqu'au XIXe siècle, la mobilité du fleuve et la variation du style en stress se poursuivent et sont les preuves que l'hydrosystème de la Seine est lui aussi dynamique dans ce secteur.
Avant les aménagements du 19e siècle qui modifient l'hydrosystème en profondeur et de manière irréversible, donc là quand on parle d'aménagement irréversible, on pense à la canalisation de la Seine, à une grande digue qui a été construite dans la plaine d'Achères. En fait, avant ces grands aménagements, les sociétés rurales de la boucle de la Seine vivaient au rythme des débordements saisonniers, mais aussi des crues historiques. Parce qu'en fait, on se trouve dans une période qui a été marquée par une péjoration climatique notable qui est justement le petit âge glaciaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le petit âge glaciaire? Alors, pour les paléoclimatologues, c'est une période climatique froide, principalement localisée sur l'Atlantique Nord, donc en gros sur l'Europe, et qui est caractérisée par une série d'hivers longs et froids et des étés frais et humides. Alors, elle débute au début du XIVe siècle et suit une période qu'on a appelée le petit optimum médiéval, qui a été une période de réchauffement climatique qui a profité non seulement à l'agriculture, mais aussi à l'accroissement démographique. Donc, pourquoi le XIVe siècle? Qu'est-ce qui se passe au début du XIVe siècle? Eh bien, il se trouve qu'on a un repère chronologique assez fort pour les historiens et les paléoclimatologues. C'est l'année 1315 qui inaugure 3 années de pluie torrentielle l'été et qui provoque une famine assez importante en Europe. Et cette famine qui fait suite à ces 3 étés pourris, en fait, a des conséquences sur la résistance des populations face à l'épidémie de peste dont la première vague surgit en 1347. Alors, ce petit âge glaciaire, c'est donc un refroidissement global avec des pointes de froid, avec surtout un paroxysme entre les années 1570 et 1730, et notamment sous le règne de Louis XIV, qui est vraiment caractérisé par une succession d'hivers absolument terribles, dont le plus terrible et qui a marqué les mémoires, c'est l'hiver 1709-1710, qu'on a appelé le Grand Hiver. Donc en fait, durant presque 3 mois, on a une succession de 7 vagues de froid et de redoux avec des pointes jusqu'à -20 à Paris. Donc là, vous avez le relevé des températures à Paris. Et encore une fois, ce grand hiver provoquait une famine dans toute l'Europe. Alors, c'est les hivers qui sont caractérisés par les hivers les plus froids du petit âge glaciaire ont provoqué des événements assez marquants pour les sociétés. C'est quand notamment la Seine se mettait à geler. Donc, il y a eu plusieurs événements au cours du XIXe siècle, avec un hiver le plus froid enregistré qui a été l'hiver 1879-80. Qui a provoqué une impressionnante débâcle de la Seine au moment du dégel. En fait, les blocs de glace charriés par le courant emportent les ponts, les bateaux et fait de nombreuses victimes. Donc, au-delà du refroidissement global dont on vient de parler, le petit âge glaciaire, il est à l'origine d'autres phénomènes. Une hausse de la sédimentation des fleuves, on l'a vu tout à l'heure avec les îles dans la boucle de la Seine. Ce phénomène s'explique par la hausse des précipitations qui est en étant combiné à l'érosion des sols, donc l'érosion des sols elle est provoquée par l'agriculture puisque les sols sont mis à nu, le débit des fleuves augmente et déplace les sédiments. Autre phénomène, l'augmentation de l'intensité des crues qui est également liée à la hausse de la pluviométrie, qui est plus ou moins ressentie selon les décennies et les régions. On connaît certains événements exceptionnels, il y a des témoignages écrits. Par exemple, on sait qu'au XIVe siècle, il y a eu une succession de 7 crues de la Seine et qui ont été suffisamment marquantes pour les populations pour qu'en fait les textes en parlent assez fréquemment. Une autre crue très importante durant la période moderne, c'est celle de 1648, qui a été très commentée dans la boucle de la Seine parce qu'en fait, elle a détruit les cultures et elle a pourri les nouvelles semences et en fait, ça a donné lieu à de grandes revendications des paysans. À Paris, on a celle de 1658, vous avez une représentation ici, parce qu'elle est connue parce qu'en fait, elle a été très meurtrière. Alors déjà, il faut savoir que c'est la première en termes de hauteur de la Seine au pont de la Tournelle. En 1658, elle a atteint 8,80 m, donc c'est le record.
Et en fait, elle a provoqué la destruction de certains ponts, dont le pont Marie, qui s'effondre et entraîne avec lui les maisons construites dessus, et 120 personnes se noient suite à l'arrachement des arches. Et on sait aussi qu'à Paris, entre les années 1732 et 1868, on a une succession de 38 grosses crues. Alors une grosse crue, c'est quand la hauteur de la Seine dépasse les 5,20 m au pont de la Tournelle. Donc en fait, ce qui correspond à une très grosse crue tous les 3 ans. Alors par exemple, une des très grandes crues qui est restée dans les annales, c'est celle de 1740. Donc c'est la 3e plus haute derrière celle de 1910 et celle de 1658. Donc en fait, on la connaît très bien, cette crue, parce qu'elle a été suivie et cartographiée par l'hydrologue de l'Académie des sciences, Philippe de Buache. Et en fait, dans son extension, c'est-à-dire au niveau des rues, des caves et des égouts, elle est assez comparable à celle de 1910, qui reste encore aujourd'hui la crue de référence, avant la prochaine crue décennale. Donc on voit donc un refroidissement identifié à l'échelle globale. Pour rappel, ce refroidissement il correspond à -1 degré par rapport à la moyenne des années 1000 à 2000. Donc ce refroidissement global, il a bien eu des effets très concrets sur le climat à l'échelle locale. Des effets et des risques dont les paysages portent encore les traces, mais aussi des effets et des risques auxquels les sociétés anciennes ont été confrontées et auxquels elles ont dû s'adapter. Et je vais passer la parole à Gérard pour conclure. Merci beaucoup, Émilie. Parce que du coup, c'est pas un troisième exposé, c'est juste 3 mots de conclusion. Je voudrais, l'instant Magali et Émilie de leurs exposés, je voudrais souligner 3 mots clés de l'archéogéographie. Pourquoi la forme? Pourquoi le climat? Pourquoi le temps? Pourquoi la forme? Vous avez remarqué que nous ne savons pas nous exprimer autrement que par des cartes. Nous sommes des cartographes. Nous sommes essentiellement des géographes, ou le nom archéogéographe. Nous avons besoin d'exprimer par des cartes la transmission, la résilience, comme l'a dit tout à l'heure Magali. Nous avons besoin en quelque sorte, de modéliser notre discours historique sur sa représentation cartographique. Et c'est par la carte que nous découvrons un certain nombre de phénomènes. Nous sommes des spécialistes de la forme. Nous reprenons, d'une certaine façon, l'héritage de la morphologie qui a été une grande école de géographie française il y a un certain nombre de décennies, et nous le mettons à jour en quelque sorte, mais nous sommes dans cette veine. Pourquoi le climat? Eh bien parce que, comme les exemples que vous venez de voir vous l'ont montré, ce que nous ne savons pas, c'est ce que les changements climatiques vont provoquer sur ce substrat que nous venons de vous montrer. Ce que nous ne savons pas, c'est que nous savons qu'il va y avoir des changements climatiques, nous sommes déjà en train de vivre une grande phase de changement. Mais nous ne savons pas ce que ce changement climatique va réactiver ici ou là. Or, vous avez vu que, à travers des exemples historiques extrêmement variés et sur des durées importantes, je vais y revenir, on peut se trouver devant des situations de rejeu qui sont complètement imprévisibles. L'inondation des Carmes en 1910, reprenant la ceinture maraîchère de la Sensive, de la Vélice, c'est la Vélice, Sainte-Opportune. Voilà, de Sainte-Opportune, est quelque chose de tout à fait étonnant. A priori, personne n'aurait pensé que des caves situées dans ces faubourgs, dans les grands boulevards qui sont au nord de Paris, auraient été inondées. Mais grâce à ce travail de cartographie fine et de compilation d'éléments qu'on n'aurait jamais pensé à mettre ensemble sur la même carte il y a encore très peu de temps, on arrive à découvrir de petits éléments, de nouveaux petits éléments de discours historique. Et enfin, le troisième point sur lequel je vais conclure, c'est le temps, la durée. Comme vous l'avez vu, nous sommes des cartographes, mais on adore travailler comme des archéologues, comme des historiens, et nous adorons travailler sur la longue durée. Pourquoi? Eh bien parce que il y a un certain nombre de règles que nous avons mises en évidence et donc qui sont en quelque sorte la théorie de notre
jeune discipline, l'archéographie. Eh bien, la première, c'est que quand on aménage, on le fait pour beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. On pourrait vous montrer des exemples. Je ne vais pas les évoquer ici. On pourrait vous montrer des exemples d'aménagements qui sont très anciens et qui ont des effets encore aujourd'hui. Retenez par exemple que nous savons aujourd'hui qu'en France, pour l'essentiel, la structure des campagnes, à part les grands remembrements qui se sont produits dans les années 70-80, ou un peu avant même, 1970-1980, la structure des campagnes, elle date de l'âge du fer. Il y a seulement 50 ans, on n'aurait jamais osé dire une chose pareille, d'abord parce qu'on n'avait pas le moyen de le savoir, mais surtout on n'aurait pas imaginé qu'il pouvait y avoir un tel effet. Ça ne veut pas dire que les choses sont restées en état, bien sûr que non, puisque le second principe de l'archéographie, c'est les choses se transmettent justement parce qu'on transforme. Si on ne transformait pas, eh bien on serait dans des phénomènes d'enfouissement. Les choses seraient en dessous, par-dessus il y aurait des couches qui colmateraient, et le passé serait définitivement enfoui. Ça, c'est les archéologues. C'est le travail des archéologues. Les archéologues creusent et descendent. Nous répondons à la surface. Nous sommes des gens de surface. Les archéologues sont des gens de profondeur. Nous sommes complètement complémentaires, comme vous l'avez compris, mais nous tenons un discours complètement différent. Nous disons, attendez, nous allons vous montrer des effets de rejet qui n'ont rien à voir avec l'enseignement stratigraphique que la géologie d'une part et l'archéologie de l'autre nous ont appris. Nous sommes en train d'effectuer un revirement en disant qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres formes qui peuvent jouer. Et je terminerai en vous disant une chose, c'est que nous adorons aussi assez souvent de mettre la chronologie et de mettre les stratigraphies cul par-dessus tête. Parce que ce que nous voyons, c'est que quelque chose qui peut être extrêmement ancien peut rejouer 2000 ans plus tard. Et que donc, dans ces conditions-là, avoir uniquement une vue stratigraphique, qui par ailleurs est tout à fait nécessaire, c'est parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que seule une vue uniquement stratigraphique passe à côté de ces éléments, de ces événements de rejeu, de ces transmissions de formes. L'essentiel est là. Donc, quand nous intitulons notre cycle de conférences « Quand les climats changent, les paysages s'inversent », nous, ce que nous disons, c'est nous avons en magasin, si vous me permettez cette expression triviale, nous avons en magasin des foules de cartes et d'exemples pour vous dire que nous sommes prêts à constater lorsque le changement climatique se fera sentir et quelles que soient les formes avec lesquelles il va se manifester, que nous avons des cas pour dire tenez, là on comprend ce qui est en train de se passer parce que regardez, nous avons cartographié tel et tel événement et nous avons compilé, nous avons assemblé des événements que jusqu'à présent on n'aurait peut-être pas tout à fait pensé à assembler ensemble. Donc il y a là dans cette relation entre climat qui change et paysage qui s'inverse, il y a quelque chose de nouveau. On en a parlé il y a 15 jours avec l'Amazonie, on en reparlera dans 15 jours avec nos deux autres conférenciers, Jérôme Buridan et Sophie David, à propos des grandes forêts de l'Île-de-France. Vous verrez là encore des exemples de ces changements de paysage qui sont en grande partie dus à des changements climatiques. Voilà, merci beaucoup. On va peut-être maintenant ouvrir la discussion. Oui, tout à fait. Si donc vous avez des questions, des envies de partager, je sais qu'il y a certains collègues aussi dans la salle, donc voilà, n'hésitez pas sur un point ou un autre, ce sera un plaisir de discuter. À moins que tout ait été parfaitement clair. Toute petite question, rejeu, comment vous l'appelez R-E-J-E-U. On joue encore. Oui. Je ne veux pas porter un témoignage, je suis Montréal, je suis conservatrice musée du Louvre en charge du jardin des Tuileries, de l'histoire du jardin des Tuileries, du patrimoine du jardin des Tuileries. Donc je suis très contente d'entendre parler de la fameuse queue de 1758
parce qu'elle a jamais dévasté le jardin des Tuileries, et la raison pour laquelle Voltaire a demandé à Lenôtre de refaire ce jardin. Donc nous faisons régulièrement des images archéologiques à différentes occasions, des miracles d'autres, et en fait on trouve systématiquement la fameuse couche de limon qui correspond à cette rue de 1758. Et quand je fais des conférences ou des visites, je suis très surprise parce que beaucoup de gens ignorent l'existence de cette rue, le fait qu'elle est effectivement numéro 1 dans le tiercé de l'Alliance lyonnaise. Et j'ai cru la scène, on rebat toujours les oreilles de celle de 1910, mais la mémoire de celle de 1658, effectivement, est inscrite en profondeur, en tout cas dans ce jardin. C'est vrai que 1910, comme on l'a vu dans le diaporama d'Emily, on a des photos. Donc c'est sûr que ça aide aussi à... Et puis des mesures sur les caves, etc. Donc le combat est inégal et effectivement. Il y a des images effectivement dans les documentaires, dans toutes les tournées pour les télévisions qui sont qui sont toujours très superficielles. On montre ce pourquoi on a des images, c'est qu'on a quasiment rien à montrer un sondage archéologique avec des couches joueuses. Franchement, c'est pas glamour, ça. D'autres questions? J'ai une autre question pour ce fameux camp, finalement, ce fort. Si ça s'est installé, c'est donc parce qu'on pouvait acheminer du matériel et des troupes par la Seine, c'est bien ça la conclusion? Il y a évidemment une question d'approvisionnement, donc les troupes, mais aussi la nourriture, parce qu'en fait c'est un camp qui était peuplé d'environ 15 000 hommes et 10 000 chevaux. Donc c'est vraiment des choses extraordinaires. Et donc oui, l'acheminement des armes, des hommes, de la nourriture. Mais il n'y a pas que ça en fait. L'implantation du camp, elle s'explique aussi par la stratégie territoriale de Louis XIV à ce moment-là. En fait, on est en pleine réformation des eaux et forêts qui a été commandée par Colbert. Et en fait, son objectif, c'est d'acquérir ce bout de forêt qu'il ne possède pas encore. C'est encore dans les mains de seigneurs locaux qui ne veulent pas lui vendre. Et en fait, en implantant le camp à cet endroit, il ravage la terre. Et donc, en fait, elle n'est plus du tout cultivable parce qu'une fois que les soldats sont partis, en fait, c'est un champ de mine. Et en fait, le seigneur est ruiné et il vend finalement à Louis XV. Donc, au bout de 50 ans, finalement, il vend cette partie-là. Et donc, c'est à cet endroit que Louis XV fait ce qu'on appelle la grande rotation. Donc, en fait, il y a une stratégie territoriale combinée à une stratégie militaire, parce qu'aussi, ça ressemble, en fait, à la configuration de Maastricht. Et donc, comme on est en pleine guerre de Hollande, il sait qu'il va aller en Hollande et probablement assiéger Maastricht. Donc, il faut trouver aussi un endroit qui ressemble à Maastricht. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on se met dans ce bout de Seine. Et une troisième en fait raison de s'installer ici, c'est qu'en fait, on est sur un endroit de la boucle de Seine, donc avec les alluvions récentes, etc. Et en fait, il y a des poches d'argile très importantes. Et en fait, les camps sont fabriqués en fait en argile maçonnée. Donc, en fait, on extrait de cette boucle la quantité d'argile nécessaire pour construire ces camps d'entraînement. En fait, quand on dit camp d'entraînement, c'est que les soldats se sont entraînés à construire des fossés défensifs maçonnés. Voilà. C'est un site exceptionnel, hein. Complètement fou, même en termes de moyens humains pour l'ériger en quelques mois, donc tout effacer quelques mois après et accueillir des milliers d'hommes. C'est exceptionnel. Éventuellement oui. C'est certainement une question, ce que vous avez décrit sur donc Paris avec l'ancien Méandre. Il y a quelque chose de très similaire à Budapest, ou en tout cas à Pest, donc l'un des côtés de la ville, puisqu'avant il y avait deux villes, il y en avait même trois, une qui s'appelait Budapest, une qui s'appelait Pest, avec le Danube au milieu. Et le Danube au milieu, c'est le Danube récent, qui a aussi été, alors d'abord ancien, et puis petit à petit, des quais qui sont construits tout au cours du XIXe siècle.
il y avait un ancien méandre que l'on peut retrouver en regardant la topographie, qui a été inondé lors de la grande inondation qui a eu lieu au milieu du XIXe siècle, qui a mené à une réflexion urbanistique. À l'époque, il y avait par exemple un projet de faire un canal à l'emplacement de cet ancien méandre, ça ne s'est pas fait, mais c'est là le collecteur principal qui était construit aussi à ce moment-là, plus une voie, un des anneaux de la ville. On aurait tendance à penser que c'est l'emplacement d'anciennes fortifications, comme souvent les anciennes fortifications deviennent des anneaux, mais là non. C'est un anneau qui est à la place de l'ancien méandre. Donc c'est très très visible dans la ville d'aujourd'hui. Et c'est étudié comme ça, et en même temps, je crois que c'est pas étudié en termes d'archéographie, mais peut-être l'approche est similaire à cette. Je pense que ce que vous venez de dire est très intéressant parce que ça permet de souligner une chose. Il y a fort longtemps que des géographes, des historiens, des topographes, des cartographes, bref, toutes sortes de corporations ont repéré le phénomène des héritages, le phénomène des sédimentations, comme vous dites, un méandre qui s'urbanise et qui finit, dont on voit encore la trace en lisant un plan. Nos devanciers savaient très bien lire ces choses-là. Ils ne nous ont pas attendus pour le faire. L'archéogéographie apporte quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'elle va faire jouer des éléments complètement hétérogènes, complètement étrangers entre eux, et en les faisant jouer, elle va pouvoir à ce moment-là faire émerger des éléments supplémentaires. Et on y trouve aussi à la fois du plaisir et notre compte, mais on vous présente en conférence, on vous présente évidemment forcément des exemples spectaculaires qui sont extrêmement parlants. Mais on peut faire une archéogéographie du territoire ordinaire, du tissu urbain ou du tissu rural ordinaire, et on va découvrir les mêmes phénomènes, sauf que ça sera plus modeste, ça ne va pas avoir le caractère spectaculaire et heuristique de ce beau méandre, de ce paléoméandre de Paris, de la Sensive de Sainte-Opportune, etc., ou du cas de la forêt de Saint-Germain. Mais on va pouvoir le faire, et encore une fois, c'est le fait d'aller un peu au-delà, c'est d'aller au-delà de ce que faisaient nos devanciers lorsqu'ils faisaient de la topographie historique et qu'ils voyaient ces phénomènes. C'est de montrer que les transmissions, les héritages sont extrêmement aléatoires, qu'il n'y a pas possibilité de faire une histoire linéaire qui dirait que ça commence comme ça, puis ça doit évoluer comme ceci pour aboutir à cela, et que c'est partout pareil. Nous pouvons dire que dans un paysage rural ou dans un paysage urbain, apparemment sur le même, sur le même substrat, on va avoir des évolutions extrêmement variables, y compris localement. Pourquoi tel élément va rejouer le rejeu dont on parlait? Pourquoi tel élément va rejouer alors que l'élément voisin, le mur voisin en ville, la limite parcellaire à la campagne, ne va pas rejouer de la même façon? C'est ça que nous mettons en évidence. Alors ça nous amène à des à des complexités historiques assez grandes, parce que aller tenir un discours général après sur cette multitude de cas, c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement compliqué. Si je puis ajouter, effectivement, notre spécificité de ce travail dit d'archéogéographie, c'est d'avoir essayé aussi de théoriser, comme l'a dit Gérard, ce qu'on observe qui se répète à travers le temps, mais de manière tellement différente, à des moments différents. Et donc voilà, il y a aussi une spécificité sur le fait de pas simplement décrire sur des cas assez manifestes et impressionnants, mais voilà, de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une planimétrie, comment ça évolue, en quoi c'est complexe, quelle échelle est en jeu dans le travail. Donc ça, je pense que c'est réellement nouveau. Après, sur le cas dans le tissu urbain, effectivement, de l'ancien élément d'hydrographie, que ce soit de grands paléoméandres d'un fleuve principal ou que ce soit même un ruisseau plus modeste qui on en sait, il y en a plein dans les villes, ça on en trouve effectivement pas qu'à Paris. Et d'ailleurs Hélène Noisé
Donc elle n'est pas là, je vais faire sa pub d'autant plus facilement, mais avant de travailler sur Paris, elle avait travaillé sur Tours. Et il y a d'autres exemples très beaux de corridors fluviaires qu'elle a étudiés dans la ville de Tours, en particulier l'océan de la Voire Saint-Venant, et dont on peut pister différentes étapes d'évolution. Elle a publié aussi sa thèse là-dessus. Donc oui, je suis d'accord, c'est pas en soi super original, mais c'est vrai que le cas parisien est particulièrement beau, et parce qu'il y a eu des archéologues, des historiens, des archéographes, des géomaticiens, des informaticiens spécialistes de la donnée géographique, donc parce qu'il y a eu ce collectif interdisciplinaire et qui a créé vraiment de la cartographie avec cet objectif d'aller plus loin que simplement de se dire tiens, c'est l'ancien paléoméandre, c'est en ça que vraiment ce dossier est particulièrement beau. Je voudrais ajouter juste un point, c'est que un des effets de notre travail, c'est de déplacer des objets historiques. Je m'explique. Quelquefois, nous découvrons des évidences qui font que nous sommes dans la situation de dire à nos collègues historiens, tenez, tel objet que tu croyais être tien, dont tu faisais ton document historique, maintenant il ne t'appartient pas parce qu'il a été complètement remodelé, refait, retransmis, retransformé, etc. à une autre époque. Moi j'ai un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui sont les centuriations, c'est-à-dire les arpentages romains en Italie du Nord. Je peux vous dire que ce que l'on voit aujourd'hui sur une carte, vous prenez une carte de l'Émilie-Romagne ou de Vénétie, où il y a ces fameux quadrillages romains que tout le monde appelle des centuriations romaines, ce ne sont pas des centuriations romaines, ce sont ceux que des sociétés médiévales et modernes ont fait, voire encore contemporaines, ont fait d'une initiative romaine, et on a quelquefois la surprise de constater que en surface on a une planimétrie et en profondeur mais décalée. On a des vestiges romains, ce qui fait que quand mes collègues historiens de Rome disent bien telle centuriation s'arrête là, donc c'est la limite de telle cité et on passe dans la cité voisine, je leur dis non. Je suis désolé, mais maintenant vous ne pouvez plus dire cela parce que vous raisonnez sur l'héritage de l'arpentage romain il s'est quand même passé 2000 ans depuis qu'on a fait ces arpentages, et donc à partir de là vous devez prendre en compte la façon dont ça s'est transmis et la façon dont ça s'est transformé avant de pouvoir simplement dire ceci est romain ou pas. Et donc actuellement, je fais la démonstration que dans de nombreuses régions d'Italie du Nord, les centuriations ne sont pas... les centuriations que l'on voit et qui sont représentées sur les cartes actuelles ne sont pas romaines mais médiévales ou modernes. Et puis vous prenez le moindre document d'une agence d'urbanisme d'Émilie, de Romagne ou de Vénétie, que font les architectes urbanistes qui sont en charge de la gestion et qui doivent faire des propositions aux communes et aux régions. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent le quadrillage et eux-mêmes sont en train de le durcir, de lui donner encore un petit peu plus de poids parce qu'ils recreusent, ils prolongent un axe, etc., etc. Tout ça pour gérer de l'eau, pour gérer les écoulements qui sont le problème majeur. Eh bien, dans ce cas, voilà des agences d'urbanisme qui créent eux-mêmes des bouts de centuriation qui ne sont donc pas romaines. Et vous voyez, donc on arrive à ce moment-là, on arrive à cette situation. Ça, c'est l'histoire qui va s'écrire au cours du XXIe siècle. On arrive à ces situations où des objets actuellement sont en pleine pérégrination, ils sont en pleine migration, et on ne pourra plus, dans quelques années, une fois que la chose va être prouvée, une fois que nos collègues archéologues auront fait des fouilles pour prouver ceci ou prouver cela, on ne pourra plus écrire avec autant d'évidence ce qu'on croyait pouvoir écrire. Je ne reproche pas à mes prédécesseurs de l'avoir fait. Si j'étais à leur place, j'aurais écrit les mêmes choses que ce qu'ils ont écrit. La question n'est pas là. C'est tout simplement l'avance de la recherche qui fait qu'on peut avoir d'autres hypothèses. Mais ces migrations d'objets sont assez importantes. Par exemple, Magali a fait sa thèse sur le bocage. Elle pourrait vous parler du parcellaire du bocage vendéen, tel ou tel, etc. Et on est en train de revoir, donc il y a une espèce de vérification, de réévaluation de l'attribution historique des objets planimétriques, des objets paysagers, des objets, des formes géographiques. Oui, madame.
technologies non invasives, je pense au LIDAR par exemple, Oui. vous êtes... Oh là là, énormément. Alors, le LIDAR a deux énormes avantages. Le premier, qui a fait sa célébrité, c'est que c'est un système de mesure des différences altimétriques sur le sol à partir du temps de réponse d'un rayonnement. Donc le capteur qui est dans un avion ou un drone ou ce que vous voulez envoie une onde et il mesure le temps de réponse. Si vous avez au sol une différence de quelques centimètres, quelques décimètres, le temps de réponse en millisecondes, le temps de réponse de ce qui va frapper ici, du rayon qui va frapper là et de celui qui va frapper là, ne sera pas le même. Et donc le LIDAR, lui, mécaniquement, il enregistre et après il fait la carte de toutes les différences. Et ce qui a fait sa célébrité, c'est que il est complètement insensible à la canopée. Autrement dit, il peut traverser les forêts et il peut, en forêt, il ne voit pas les arbres et il voit le sol. Et donc il fait des cartographies en forêt, alors que moi qui suis photo-interprète de métier, j'ai longtemps regardé des forêts, mais on ne peut pas faire le dessin du parcellaire, etc. Donc ça, c'est la vertu principale du LIDAR, mais oui, voilà, dans 15 jours, vous aurez une très belle démonstration. Mais l'autre avantage, c'est que même dans des zones découvertes, même en plaine, même là où il n'y a pas le moindre bois ou la moindre forêt, eh bien, il révèle des micro-formes, des modelés surélevés. Et on est en train de découvrir, par exemple, les modelés surélevés, c'est-à-dire les champs en forme de banquette ou de butte qu'on construisait à l'âge du fer. On est en train d'en découvrir des tapis entiers. On est en train de se rendre compte que non seulement il y a des formes avec des limites, des voies, des limites parcellaires, etc., mais qu'à l'intérieur de ces champs, il y a des modelés surélevés qui sont des constructions pour lutter contre l'excès d'eau, par exemple. Oui, d'ailleurs, dans la plaine où je travaille, en Sud-Vendée, il y a 2 ans, grâce à l'IGN, vous savez, c'est l'Institut géographique national qui met maintenant, avec la loi pour une république numérique, beaucoup de données en ligne qui sont maintenant facilement accessibles. Et donc, la composante, on dit altimétrique, donc de la topographie, qui est maintenant de très fine résolution, à 1 mètre de résolution, donc c'est quasiment comme un LIDAR un peu à l'ancienne, je dirais. Et bien, dans cette plaine, où quand on s'y balade, tout paraît plat, à la rigueur, on voit parfois des vallées légères, mais très légères, eh bien, j'ai repéré tout un réseau de crêtes de labour. Les crêtes de labour, c'est de l'accumulation de terre en fond de parcelle quand la charrue, elle tourne et puis elle déverse un peu de terre depuis son stock, la terre tombe et ça finit par faire des accumulations perpendiculaires à la longueur du champ. Et on en connaît des très belles en Alsace qui peuvent avoir jusqu'à 2 mètres de haut. Là, bon, pas besoin de lidar pour les voir. On sait qu'en Beauce, elle servait de réseau de circulation dans tous les terroirs, circulation plus informelle. En Vendée, elles sont très arasées. Ça fait à peine 20 cm de haut, très étalées sur 2 mètres. Donc, autant vous dire, quand vous baladez, vous ne les voyez pas. Et grâce au pseudo-lidar, on va dire, c'est pas du vrai lidar, mais c'est à la fin, ce sur quoi on travaille, c'est un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire une vue de la topographie extrêmement fine grâce à des techniques d'acquisition qui ne cessent de s'améliorer. Et donc, on peut retrouver ces modelés anciens alors qu'on ne les avait pas repérés pendant des lustres. Donc, c'est tout à fait fondamental. Mais, je dirais, pour terminer là-dessus, ça renouvelle pas non plus totalement en profondeur une discipline. Alors, c'est une technique de plus. Après, l'outillage mental, méthodologique, intellectuel et en partie l'analyse morphologique, enrichi, mais ça déstabilise pas ce corps-là bien. Pour faire, des prospections géophysiques, bien sûr. Après, ça, il faut voir aussi les échelles de travail. C'est-à-dire que c'est comme une fouille, c'est ponctuel. Il faut avoir les moyens, il faut avoir la personne qui a les compétences, l'accès aux outils. Voilà, c'est pas la même chose, par exemple, dans un espace de 500 km² sur lequel vous travaillez, ou l'ensemble d'une ville. S'il y a la possibilité d'avoir une petite campagne de prospection géophysique pour mieux reconnaître des vestiges, tant mieux, mais à l'échelle de toute la fenêtre, ça restera un point.
Donc c'est un peu du bonus, bon, en fonction de ce qui est possible de faire, mais c'est pas central pour avancer. Après, sur un parc, puisque vous parliez des parcs du Tuileries, là qui est très réduit comme emprise, enfin de notre point de vue, là ça c'est tout à fait, j'ai envie de dire, presque indispensable. Vous avez parlé de techniques non invasives. Je pense qu'il faut, vous avez eu entièrement raison, c'est tout à fait l'expression qui convient, mais ça appelle un commentaire que Magali vient d'esquisser, c'est que le fait que ces techniques non invasives, et notamment aériennes, de télédétection, soient particulièrement efficaces, n'empêche pas qu'elles ont leurs limites. Et la principale limite, c'est que, ben voilà, elles peuvent décrire, elles peuvent montrer, nous pouvons cartographier des formes, mais après, si des archéologues ne viennent pas sur le terrain pour faire des fouilles, on restera forcément très limité dans le commentaire qu'on pourra faire de ce genre de vestiges. Je fais également une autre allusion. Vous connaissez aussi la pratique, parce que c'est très lié entre les formes de télédétection, de géophysique, la pratique de ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Vous savez maintenant qu'on peut très bien embarquer dans un tracteur muni d'un comment ça s'appelle excusez-moi, le mot m'échappe, d'un lien avec un satellite, d'un GPS, merci, voilà. Tout bête. Donc, si le tracteur possède un GPS, si le GPS a rentré la carte des qualités de sol de la parcelle que l'agriculteur est en train de cultiver, le GPS va télécommander, grâce à la réponse du satellite, va télécommander la quantité d'intrants que l'agriculteur va verser. Et donc là où il en faut beaucoup, il en mettra beaucoup, mais là où il en faut moins, hop, la technique va elle-même corriger ça serait mieux de ne pas mettre d'intrants du tout, mais bon, déjà on a une gestion beaucoup plus fine des sols. C'est la même chose. On est dans cette révolution numérique. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, Michel Dabas, qui est un collègue archéologue à l'ENS, il avait développé une entreprise avec donc, un tas de choses en géophysique. Et un des débouchés en fait de cette recherche archéologique sous une forme un peu entrepreneuriale, ça a été justement au service des agriculteurs pour de l'agriculture de précision. La connaissance des sols par ces techniques-là couplées avec de la localisation hyper fine, et bien derrière propose en fait une technique d'amélioration pour limiter au moins les intrants en sachant que là oui, là non, etc. Donc tout ça part d'une recherche archéologique. Il y a un effet, un second effet qui se coule sympa, si je puis dire. Quels sont les principes théoriques les plus importants que vous avez développés? Vous avez parlé de rejeu, vous avez utilisé un autre mot qui combinaison différente, je pense. Résilient, oui. De transformation, oui, ça c'est. Le principe, il est forcément principal. Le principe, c'est que c'est le fait de transformer qui transmet. Alors que pendant très longtemps, on nous avait expliqué que la transformation détruisait. Elle détruit, bien entendu, mais elle transmet également. Et elle transmet de façon aléatoire. Donc l'archéogéographie, c'est entre autres une discipline qui essaie de comprendre quelles peuvent être les règles qui prévalent à ce côté aléatoire de la transmission des formes. Et à partir des exemples que nous accumulons, nous arrivons à faire cette évolution. Je vais vous donner un exemple que prend notre collègue Laurent Olivier, qui est conservateur du département des âges du fer au musée de Saint-Germain-en-Laye, dont vient de nous parler Émilie. Laurent Olivier a écrit des ouvrages sur ce qu'il croit être la véritable fonction de l'archéologie. Lui, il ne pense pas que les archéologues puissent
principalement, reconstituer le passé. Il n'y croit pas trop. Parce que, dit-il, il s'est passé tellement de transmission et de transformation que c'est une mission quasiment impossible. Mais il dit, au contraire, l'objet de l'archéologie, et il tient à ce moment-là le même discours que nous, archéogéographes, il dit l'objet de l'archéologie devrait être de comprendre les mécanismes de transformation des objets archéologiques dans le temps. Séjourner pour un objet archéologique, séjourner 2000 ans dans la Terre, c'est pas tout à fait anodin. Ça le transforme. Et ça transforme la vision que nous en avons, etc. Et il prend tout le temps un exemple extrêmement prenant pour expliquer ce principe que nous appelons transformation, pour ne pas tout le temps dire c'est parce que ça se transforme que ça se transmet, d'où le néologisme un peu barbare, pardon. Mais il prend un exemple incroyable. Il dit... Imaginez ce qui se passe à Oradour-sur-Glane. Vous savez qu'à Oradour-sur-Glane, on a fait de ce village martyr, on en a fait un lieu de mémoire. Si vous laissez Oradour-sur-Glane sans y toucher, que vous ne faites rien dans un respect absolu du vestige, eh bien dans 200, 300 ou 400 ans, il n'y aura plus d'Oradour-sur-Glane. Vous n'aurez plus que un amoncellement de ruines, etc. Comme il dit, la voiture du docteur qui a été pris parce qu'il venait consulter un patient et qui a été raflé avec la population du village et qui en est mort, la voiture du docteur est restée sur place. Si on veut que cette voiture témoigne de cet élément de drame, eh bien, il faut la réparer. Il faut la repeindre, il faut lui remettre des essuie-glaces, il faut lui regonfler les pneus. Parce que sinon, progressivement, elle s'affaisse, elle rouille, elle tombe et elle ne ressemble plus à la voiture du docteur qui est venu ce jour-là. Et donc, si on veut... c'est un enseignement très très fort, ça. Si on veut que les vestiges parlent, il faut les entretenir. Et ça, c'est vraiment, c'est le principe. Donc, à partir de là, prenons cette idée. Vous nous demandez quelles sont les idées fortes. Prenez cette idée-là qui est centrale. Développez-en tous les aspects. Vous allez voir qu'après vous touchez à beaucoup de choses. Vous changez les spatio-temporalités, vous changez la compréhension des processus, vous faites interagir nature et culture, comme dirait Philippe Descola, etc., etc. Vous êtes dans ce cas-là à un carrefour, et donc oui, à ce moment-là, on peut changer beaucoup de choses. L'histoire des matérialités, et pour nous les formes des paysages sont des matérialités comme d'autres, l'histoire des matérialités est en train de connaître un bouleversement sérieux. Si je puis me permettre, et ça peut être aussi un mot de conclusion, parce que je vois que l'heure tourne, mais pour justement incarner ce changement-là, Laurent Libier, il a donc écrit un très beau livre qui s'appelle Le sombre abîme du temps, et le sous-titre, c'est Mémoire et archéologie. Et le fait de mettre en avant le concept de mémoire, et d'ailleurs il y a tout un dialogue dans son livre avec la psychanalyse, on voit bien d'où vient le terme, comment il l'a inspiré, et bien ce mot-là, moi je pense qu'il est important pour exprimer le fait qu'on recherche la mémoire des lieux, et donc les psychanalystes expliquent bien, ou les psychologues, enfin peu importe, mais qu'est-ce que c'est que la mémoire? C'est pas le décalque du réel de ce qui s'est passé. C'est le réel dont on se souvient. D'ailleurs, ce qui peut poser des problèmes dans les questions de témoignage, évidemment, parce que c'est toujours un peu déformé. Donc le mot mémoire, il permet justement de sortir un peu de l'espace, on pourrait dire, historiciste, d'être dans une logique de reconstitution qui oublie la part de transformation qui est celle d'une filiation dans la durée, comme l'est le processus de mémoire. Donc il propose d'appliquer au champ de l'archéologie. Et donc c'est pour ça que nous on parle souvent de mémoire des lieux. On travaille sur la mémoire des lieux. Et donc on est dans une logique géographique, mais qui intègre cette part de mémoire et qui s'intéresse précisément à cette part-là. Ce qui fait la différence aussi, c'est pour ça que je dis avec les géographes, puisque vous avez vu qu'on passe par les cartes, qu'on réfléchit à des espaces, mais en s'intéressant en particulier à ces effets de mémoire. Écoutez, il est déjà 1h40 passée, donc à moins qu'une dernière question brûle les lèvres. Merci infiniment, voilà, en tout cas, de votre présence. Voilà. Bravo à vous. Merci.
Bonne soirée.